Sur cette photographie datant du 28 janvier 1939, nous pouvons voir Francisco Franco, dirigeant les opérations sur le front catalan. Il semble étudier une carte, avant la prise de Barcelone, juste avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate. Francisco Franco dirige l'Espagne pendant près de 35 ans, après avoir pris le pouvoir par la force. Même s'il doit beaucoup à l'Allemagne nazie, qu'il a aidé pendant la guerre d'Espagne, il choisit de rester en dehors du conflit, sous son régime, qu'il nomme le régime franquiste. Ce n'est pas une neutralité reconnue par le droit international. L'Espagne n'entre pas en guerre. Francisco Franco avance ainsi sur une ligne très fine. Il montre une sympathie pour l'Axe, tout en faisant attention de ne pas provoquer les Alliés. Francisco Franco pense avant tout à protéger son pouvoir dans un pays isolé, affaibli et encore marqué par la guerre civile. Il accepte de fournir du soutien matériel et des volontaires aux puissances de l'Axe, mais refuse d'aller plus loin, même quand l'Allemagne pousse une attaque sur Gibraltar. Il place même des troupes dans les Pyrénées pour dissuader une éventuelle occupation allemande et sauve des Juifs. Cette attitude montre surtout que Francisco Franco avance constamment entre idéologie et intérêt, avec un seul objectif, maintenir stratégiquement son régime opportuniste. Mais alors, comment le dernier dictateur d'Europe a-t-il réussi à traverser la Seconde Guerre mondiale sans jamais s'y engager? Cette semaine, focus sur Francisco Franco, El Caudillo de l'Espagne. Francisco Franco naît en 1892 à El Ferrol en Galice, dans une famille de petite bourgeoisie, d'un père franc-maçon et d'une mère catholique. Au départ, il veut devenir marin, mais comme la marine ne recrute plus, il entre à l'académie militaire de Tolède. À seulement 18 ans, il en sort sous-lieutenant. De 1912 à 1916, il part combattre au Maroc, dans la guerre du Rif, et en revient commandant. Il participe aussi en 1917 à la répression de la grève générale dans les Asturies. En 1923, il se marie avec María del Carmen Polo y Martínez Valdés, une jeune femme bourgeoise. Il ressort de la guerre du Rif de 1920 à 1927 comme général à seulement 33 ans, le plus jeune de l'Europe depuis Napoléon. Le dictateur Primo de Rivera, alors au pouvoir, le remarque et le nomme directeur de l'Académie militaire de Saragosse. Quand la République est proclamée en 1931, Francisco Franco devient gouverneur militaire de la Corogne. Il refuse de participer à un complot contre le nouveau régime et se rallie à la République. En 1933, il est nommé commandant général aux Baléares, et la droite au pouvoir fait appel à lui pour écraser une insurrection dans les Asturies. À la tête de l'armée d'Afrique, il réprime ce soulèvement. Plus tard, en 1935, il devient chef d'état-major des armées. On lui fait porter un surnom, sans peur, sans femme, sans messe. En 1936, quand le Front populaire arrive au pouvoir, Francisco Franco est envoyé loin, aux Canaries. On le soupçonne déjà de préparer quelque chose contre le gouvernement. Et, en effet, le 18 juillet 1936, il passe à l'action. Depuis le Maroc, il prend la tête d'une rébellion militaire et lance la guerre civile. En 1937, il se donne même un titre, le Caudillo, le chef absolu du franquisme. Il reçoit une aide de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, qui en profitent pour tester leurs nouvelles armes en Espagne. La France et la Grande-Bretagne choisissent de ne pas intervenir et soutiennent le gouvernement républicain. Barcelone tombe en janvier 1939, Madrid en mars. Malgré le soutien reçu de l'Axe, Francisco Franco refuse d'engager l'Espagne, épuisé et ruiné, dans la Seconde Guerre mondiale. Il se contente d'envoyer une unité de 45 000 volontaires sous uniforme allemand, la División Azul, pour combattre sur le front russe lors de cette croisade anti-bolchevique. Il manipule les foules. Officiellement, ce n'est pas l'armée espagnole qui part au front de la Seconde Guerre mondiale, mais la División Azul. En avril 1939, Francisco Franco entre à Madrid, en vainqueur de la guerre civile. Soutenu par la Phalange, groupement politique et paramilitaire d'extrême droite, et par Adolf Hitler, le chancelier de l'Allemagne, il installe une dictature militaire. Il cherche explicitement à se rapprocher de l'Allemagne nazie. Il donne plus d'importance à la Phalange et tente de se placer dans le camp de l'Axe. En 1940, tout semble pousser Francisco Franco vers Hitler. La France s'effondre, l'Allemagne domine l'Europe et le Caudillo pense que l'Axe va gagner. Il propose alors d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Mais en échange, il demande du blé, du carburant, des armes, des avions, des véhicules et même des fortifications dans les Canaries. Lors de leur rencontre à Hendaye en octobre 1940, Hitler refuse ces nombreuses demandes. Aucun accord n'est signé.
Et quand Hitler revient à la charge quelques mois plus tard pour lancer l'opération Félix, pour traverser l'Espagne et attaquer Gibraltar, Francisco Franco recule. Il ne veut risquer une invasion de son pays, ni perdre l'aide alimentaire fournie par les Alliés. Cette hésitation lui permet plus tard de dire qu'il a rendu service aux démocraties. Francisco Franco maintient donc une position très ambiguë. Simultanément, l'Espagne laisse passer des milliers de réfugiés juifs grâce à des visas de transit, même si le régime ne fait jamais plus que le strict minimum et laisse parfois faire les autorités allemandes. Ramón Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères favorable au nazisme et au fascisme, le 3 janvier 1941, affirme à la légation royale de Roumanie: Dans la législation espagnole, il n'existe aucune discrimination concernant les juifs qui résident en Espagne. Au final, Francisco Franco joue la prudence. Il parle beaucoup, promet parfois, signe même des protocoles d'accord, mais sans jamais entrer en guerre. Son objectif reste le même, protéger le franquisme et son pouvoir de dictateur avant tout. S'il collabore avec Hitler, la Grande-Bretagne et les États-Unis menacent d'interrompre leurs exportations de céréales et de carburant vers l'Espagne. Même quand Hitler insiste, promet du blé et du matériel, le dictateur reste prudent. Après la bataille d'Angleterre et les premiers échecs militaires de l'Axe, il explique que les accords envisagés quelques mois plus tôt n'ont plus de sens. À partir de novembre 1942, tout change, avec les victoires alliées lors de l'opération Torche, en Algérie et au Maroc, ainsi qu'en Russie. L'Espagne devient un territoire stratégique, et les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, mettent la pression. Ils exigent le retrait de la División Azul, du front russe, la fermeture du consulat allemand à Tanger, l'expulsion des espions nazis. En échange, ils garantissent à Francisco Franco que l'Espagne ne sera pas envahie et qu'elle continuera de recevoir blé, pétrole et produits dont elle dépend. L'armée allemande, la Luftwaffe, avait été vaincue par les Britanniques lors du Blitz. La Royal Navy avait une liberté d'action dans les eaux italiennes et avait neutralisé la flotte française vichiste à Mers el-Kébir, en Algérie française. Le Royaume-Uni n'était pas vaincu. Francisco Franco répondit alors que Les faits avaient laissé les circonstances d'octobre loin derrière. Le protocole d'accord devait donc maintenant être considéré comme dépassé. le gouvernement franquiste est divisé. Certains sont germanophiles, d'autres pro-britanniques, et Francisco Franco change ses ministres en fonction de l'évolution de la guerre et des rapports de force. Après les victoires alliées en 1942 en Europe de l'Est et en Afrique du Nord, Franco changea de bord à nouveau, en nommant ministre Francisco Gómez Jordana Sousa, sympathisant de la Grande-Bretagne. En 1942, il fait interdire le salut nazi. Il apparaît alors comme un véritable homme de paix. À partir de 1943, Franco comprend que l'Allemagne perd progressivement la guerre. Sous la pression discrète des États-Unis, il commence à s'éloigner du régime nazi. Il retire ses volontaires du front de l'Est, coupe lentement tout lien avec Berlin, et demande à ses diplomates en Europe occupée de protéger les biens et les personnes considérées comme espagnoles. Pour Francisco Franco, il s'agit surtout de récupérer ce qu'il appelle le patrimoine national et éviter que d'autres pays s'en emparent. La stratégie de survie est claire, se repositionner pour ne pas être du côté des vaincus. Mais même s'il a évité d'entrer en guerre, l'attitude pro-Axe de Franco lui coûte cher après 1945. Une fois la paix revenue, l'Espagne se retrouve isolée. La plupart des pays suspendent leurs relations commerciales. Plusieurs gouvernements rappellent leurs ambassadeurs. Et le nouveau président américain Harry Truman est beaucoup moins tolérant envers Francisco Franco que Franklin Delano Roosevelt ne l'avait été. L'Espagne reste mise à l'écart de la communauté internationale pendant près de 10 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, Francisco Franco proclame en 1947 un État catholique et social et rétablit officiellement la monarchie, tout en gardant le rôle de régent et de chef du gouvernement à vie. Et poursuit une répression contre la gauche, les syndicats et les démocrates. Le régime continue d'exécuter des opposants, comme Julián Grimau en 1963 ou Puig Antich en 1974, preuve que la dictature repose toujours sur la violence politique. À partir des années 1950, Francisco Franco tente toutefois de sortir l'Espagne de l'isolement international. Il se rapproche des États-Unis en leur accordant des bases militaires en 1953. Puis l'Espagne entre à l'ONU en 1955 et à l'Organisation européenne de coopération économique en 1959. Pour relancer l'économie, il ouvre le pays au tourisme et cherche un rapprochement avec le marché commun, s'appuyant sur les technocrates de l'Opus Dei pour moderniser l'économie. Mais cette modernisation reste incomplète. Le secteur public est lourd et inefficace, et beaucoup d'entreprises survivent artificiellement. En 1969, il choisit son successeur, le prince Juan Carlos, dont il contrôle étroitement l'éducation. La dernière année du régime franquiste est marquée par un durcissement,
L'état d'urgence est proclamé et les tentatives de libéralisation d'Arias Navarro sont stoppées. L'exécution de 5 militants basques en septembre 1975 déclenche une vague de condamnations internationales. Peu après, Francisco Franco tombe gravement malade et son agonie, qui dure près d'1 mois, paralyse complètement le gouvernement. Il meurt le 20 novembre 1975 et est enterré à la Valle de los Caídos. Avec l'accession au trône de Juan Carlos Ier, quelques jours plus tard, s'ouvre une nouvelle étape. L'Espagne amorce sa transition démocratique, instaure une monarchie constitutionnelle et retrouve progressivement sa place en Europe et dans le monde occidental. Durant toute la période du conflit, Francisco Franco reste officiellement neutre, mais entretient d'abord une forte proximité avec l'Axe, avant de s'en éloigner sous pression américaine. Son régime oscille entre gestes ambigus envers l'Allemagne nazie et actions ponctuelles de diplomates espagnols, ayant aidé des Juifs à échapper à la persécution. Selon l'historien Bartolomé Benassar, la situation espagnole diffère de celle de la frange de Vichy. La guerre civile et la dictature se sont déroulées entre Espagnols, sans allégeance directe à une puissance étrangère. Il souligne aussi que l'Espagne franquiste n'a pas participé à la Shoah. Au contraire, plusieurs diplomates avec l'accord tacite du régime ont contribué au sauvetage d'environ 20 000 Juifs. Pour lui, il n'était pas animé par un antisémitisme. Les Espagnols ont d'ailleurs profondément une origine juive. Cette absence de culpabilité vis-à-vis du génocide explique que, dans l'Espagne contemporaine, la figure de Francisco Franco suscite aussi indifférence ou distance historique, malgré des débats toujours vifs autour de la mémoire de la dictature franquiste. A l'inverse, des recherches publiées en 2010 ont révélé qu'en 1941, le régime franquiste avait établi un registre recensant 6 000 juifs vivant en Espagne, en évaluant leurs opinions, leur mode de vie et leur supposée dangerosité. Ces informations furent transmises aux autorités nazies, à Madrid, témoignant d'une collaboration documentaire. Après 1945, cette archive juive sera occultée et systématiquement détruite, comme toute documentation compromettante pour le régime franquiste en relation avec la persécution antisémite des années 40. Ainsi, l'Espagne est dans une position complexe lors de la Seconde Guerre mondiale, et le dictateur Francisco Franco, le dernier d'Europe, porte une responsabilité trouble vis-à-vis du contexte nazi. Ces manifestations démontrent, en revanche, que le peuple espagnol n'est pas un peuple mort et qu'il ne peut être trompé. De toute évidence, être espagnol représente à nouveau quelque chose dans le monde d'aujourd'hui. Vive l'Espagne!